Bonjour à toi qui passe une nouvelle fois par ici. Merci. Merci du temps que tu vas accorder à cette vidéo. N'hésite pas à partager celle-ci ou la précédente pour faire passer les messages comme j'essaie de le faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais insister sur un point important, indispensable même pour moi. Si tu es ou as été victime de violence, peu importe sa forme, que ce soit physique, morale ou psychologique, mais que tu n'as pas encore fait les démarches pour être reconnu comme tel, je t'invite à te lancer. Je ne te dirai pas que ce sera facile, je suis bien placée pour te dire que ça n'a rien d'évident, mais parce que je sais aussi que la parole est d'or et que parler c'est avant tout de se libérer, c'est acter que ce qui se passe ou s'est passé dans ta vie existe bel et bien. Je te conseille et je te le demande, prends ton histoire et va la vomir sur le bureau des professionnels qui seront là pour t'aider et t'accompagner sur le chemin de la guérison. Je m'appelle Lorraine, j'ai 34 ans et mon objectif aujourd'hui est de te sortir de cette réalité confortable dictée par la communication télévisée. Tout d'abord, si on arrêtait de croire que la vie se passe comme dans les films. Et oui, dans les films, tu es victime, tu vas voir les flics, tu tombes sur des êtres humains, compatissants, prévenants. Tu vas être reçu, accueilli comme une victime, avec le soin que on doit te procurer. On va te poser des questions, mais on va te croire. Le bénéfice du doute va être faiblement explicite. Et le must dans les tribunaux. Les avocats de la défense ont de bons mots, ils sont clairs, précis, incisifs, surtout dans les prétoires américains, tout en classe, propre, en finesse. Les gens présents sont des personnes qui sont là pour te soutenir dans ton combat. Ça fait presque rêver. Mais qu'en est-il vraiment dans la réalité? Dans ma vidéo précédente, je te parle de procédures judiciaires et de la violence que cela entraîne parfois. J'aime à penser que ça peut aussi se passer différemment. Pourquoi ce sujet? J'ai envie de te dire tout simplement parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu as été victime de quelque chose, dire je suis ou j'ai été victime de est facile. Eh bien oui, clairement, d'un point de vue extérieur, c'est évident, il t'arrive un truc, tu vas porter plainte. Normal. Alors effectivement, c'est d'une logique indiscutable. Mais parce que dans la réalité, c'est bien plus complexe que ça et que je n'ai pas fini de démonter toutes tes certitudes. Je défie quiconque de se lancer dans ce genre de démarche et d'en sortir indemne. Avant toute chose, le savais-tu? La plupart des victimes ne dénoncent pas leurs agresseurs. Parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se sentent coupables, parce que comme moi, ou comme beaucoup, elles ont entendu que si tu portes la mauvaise tenue, tu l'as cherché. J'aime cette phrase, vous l'avez remarqué? Elle me sort de mes gonds, mais elle est tellement représentative de ce qui se passe dans la vie. Parce qu'elles sont entrées seules le soir, parce qu'elles ont accepté un dîner qu'elles ont parce qu'elles n'ont pas su faire entendre le non quand elles ont voulu que le jeu s'arrête. Parce que tout cela entraîne un sentiment d'auto-responsabilité. Petite parenthèse, je dis elle, mais j'ai parfaitement conscience, et il faut que tout le monde ait bien conscience, qu'il y a aussi des hommes victimes. Victime est un mot féminin, vous allez entendre beaucoup le elle, mais je ne mets pas tout le monde de côté. Tout simplement parce que beaucoup connaissent aussi leurs agresseurs, parce qu'il fait peut-être partie de leur entourage, un collègue, un ami, un supérieur, un membre de la famille, parce que leurs proches ne les croient pas quand elles dénoncent, parce que si ces proches ne la croient pas, comment un inconnu pourrait le faire? Et parce que quand tu te sens coupable, tu trouves des excuses à l'autre. Tous ces éléments qui freinent une victime adulte à dénoncer un acte d'agression sont fréquents. Alors imagine un mineur, pour lequel on peut ajouter, si c'est un membre du cercle éducatif, quelqu'un qui aura autorité sur cet enfant, la normalité. Ça te choque? Eh bien tu sais quoi, j'espère que ça te choque. Parce que quand tu es éduqué par une personne malsaine et que ces gestes ont toujours fait partie de ta vie, ces gestes sont normalisés. Ça devient ton schéma éducatif. Il faudra attendre un âge plus avancé, un âge où la comparaison devient possible,
en observant ce qui se passe chez les autres. Ou comme dans mon cas, qu'une alerte soit posée clairement sur une autre personne et qu'elle soit qualifiée de dangereuse pour pouvoir comparer. En bref, chez les mineurs, pas de comparaison, banalisation. Ensuite, bien entendu, tu conscientises, tu sais. Et quand tu sais, tu entres dans le même schéma de pensée que les adultes qui sont victimes. Peur, honte, culpabilité. Cette parenthèse mise à part, comment moi, j'en suis arrivée à dépasser ces peurs. Tout d'abord, je n'étais pas seule. Voilà, clairement, c'est une grande aide. Alors, si tu peux t'entourer de soutien de qualité, fais-le. Et si malheureusement tu es seule à faire face à ta situation, il existe des associations de soutien et d'aide aux victimes qui sont très bien. Le déclic, on l'a eu parce que ma petite sœur, qui avait 3 ans à l'époque, a passé 1 mois entier chez notre père. Et nous, on craignait plus rien. Bon prince qu'il est, manipulateur, il a décidé de nous autoriser à ne plus y aller. Alors, dans son schéma de pensée, il pensait qu'on l'aimait et qu'on accepterait d'y retourner. J'ai un geste qui me vient, mais je vais le garder pour moi. Bref, nous n'étions plus obligés d'y aller, mais en revanche, on savait que ça en faisait des années d'éducation malsaine en perspective pour la petite. Alors, on a décidé de parler. Alors nous voilà partis, 15 ans, courage en main, premier entretien en gendarmerie pour dénoncer ce que nous avions vécu avec notre géniteur. Je me suis retrouvée dans une grande salle pleine de monde et de passage, face à un homme froid, pour pas dire glacial, qui a pris notre plainte sans grande conviction, ou plutôt si, il en avait une conviction. Un jugement très direct. En bref, si on l'écoutait, nous n'avions plus besoin de passer devant un juge, puisque ce cher monsieur avait une idée très précise de la situation. Notre démarche fut joyeusement qualifiée de, je cite, tentative puérile de manipulation et de vengeance de la mère dans une situation de divorce à charge contre la figure paternelle. Chère madame, des comme vous, on en voit passer tous les jours. Bref, première plainte avortée, forcément classée sans suite, parce que la figure paternelle convoquée le lendemain par le même gendarme a confirmé la folie maternelle et sa tentative de manipulation de ses 2 petites filles chéries. Ah bah oui, hein, en tant qu'homme, on se serre les couilles. Et c'est là que tu comprends. Tu comprends que ce que tu imaginais déjà difficile, que tu luttais déjà contre la peur des représailles, s'annonce en réalité comme un début de bataille sans fin. Alors rassure-toi, je vais t'épargner le détail minutieux de ces presque années de guerre familiale et juridique. Je n'appuierai que sur certains détails marquants. En bref, comment ça se passe ensuite? Eh bien tout simplement, ta mère cherche des solutions qui te permettraient de te faire entendre parce que à 15 ans, t'es loin de tout ça normalement. Alors, deuxième tentative, on découvre le service des mineurs de la police judiciaire du secteur. Tu as déjà vu le film Police? Bon, eh bien moi, clairement, j'ai mis 4 ans avant de le regarder, tu comprendras pourquoi. Mais si tu l'as vu, sache qu'il est très proche de la réalité. Et que de mon côté, je ne remercierai jamais assez d'être enfin tombée sur une jeune femme à l'époque qui nous a reçus et qui a été à l'écoute, prévenante, humaine, bref, digne des films. Mais c'est là aussi qu'une question s'impose fortement dans l'entretien. Pourquoi penses-tu que les gestes que tu décris sont condamnables? Ah, elle était bonne cette question. Très très bonne cette question. Et c'est là que tu comprends. Tu comprends que de ne parler que de ton père pour préserver ta petite sœur, ça ne sera pas suffisant. Que tu vas devoir parler de l'homme qui te donne des cauchemars depuis 6 ans. Parce que si tu ne parles pas des comparaisons, là tu passeras une nouvelle fois à l'os. Et si tu es capable en fait dans tout ça de finalement porter plainte, de vouloir protéger ta petite sœur de 3 ans, tu te poses quand même cette question. Qu'en est-il des autres victimes que l'autre aura forcément créées après toi? Parce qu'il y a quand même 6 ans qui se sont écoulés et que clairement là, tu le sens le sentiment de culpabilité, tu vois. Tu l'as cette question dans ta tête. Et si j'avais parlé plus tôt, est-ce que je n'aurais pas pu préserver d'autres enfants? Eh bien si, évidemment.
Bref, c'est seulement à partir du moment où le mot pédophile est réellement posé qu'une enquête est ouverte pour les deux. En parallèle, on te rappelle que tout ce que tu diras aura des conséquences sur la vie d'autres personnes dont la tienne. Puis tu enchaînes les auditions. Parce que oui, cette femme adorable, elle te croit. Mais elle doit faire son job. Et donc te tester. Tester ta capacité de jugement, ta cohérence, ta capacité de réflexion. Ça passe par plusieurs auditions répétitives à des moments différents, par des personnes différentes, policiers, juges, experts psychiatres, psychologues. On le secoue, l'arbre à vérité, moi je peux te le dire. Tout est lancé pour détecter le moindre faux semblant, te déstabiliser, trouver la moindre petite faille qui détruira l'histoire que tu racontes. Parce que le but de tout ça, avant de condamner quelqu'un coupable, c'est d'essayer de prouver que toi tu mens. Mais quand tu es dans la vérité, tout s'emboîte et se confirme. Et rappelons-le pour la suite, on est mineur à l'époque. Mais en soi, être mineur ne te préserve qu'un temps. Le dossier se monte et c'est à partir de là que toi, tu t'accroches. Parce que si t'es arrivé jusque-là, sache que c'est maintenant que la partie commence vraiment. La violence judiciaire, c'est quoi? C'est toutes les tentatives de déstabilisation lancées par des personnes qui font leur job. Quand toi tu entends le mot police, le mot avocat, normalement, tu penses soutien et justice. Normalement. Mais si ce n'était pas que ça. Après environ une année d'enquête, convoquée à nouveau par les services de police, on nous dit rien. On n'est plus traités comme des enfants. On est encore mineurs, mais plus des enfants. La personne qui s'occupe de notre dossier n'est pas là. Donc plus de présence et de références rassurantes, autant pour nous déstabiliser que pour éviter un schéma de surprotection et un parti pris de cette personne, puisqu'elle te croit et qu'elle te connaît. Et ensuite, on envoie la première au front. On fait attendre la deuxième sans un mot. Et là, toi qui es sur ta chaise, tu prends de nouveau conscience du schéma anormal de ta vie. Ben oui, parce qu'entre-temps, tu as quand même repris les cours. Tu avances, puisque l'enquête prend du temps, tu continues d'avancer dans ta vie. En tout cas, tu essayes. Et là, tu te reprends une petite claque derrière la tête, puisque tu reprends conscience qu'en fait, rien n'est normal, vraiment, dans ta vie. Et le fait d'être deux, clairement, dans l'instant T, n'est pas vraiment d'une aide mémorable, puisque tu vivras de toute façon les choses de manière différente. Parce qu'autant la première est prise en plein fouet en arrivant dans le bureau, autant la deuxième attend suffoquée 100 fois sur sa chaise et en croisant l'autre dans les marches, en entendant murmurer « il est là ». Voilà. Je crois que je m'étais jamais sentie aussi écrasée de ma vie. Enfin si, mais à cette époque-là, c'était la première fois. Blanche comme un cachet d'aspirine, ma mère affectionne particulièrement cette expression et je comprendrai pourquoi. Et donc j'y suis entrée dans ce bureau comme à l'abattoir, pour l'un des pires moments de ma vie. Parce que non, clairement, rien ne te prépare à tout ça quand tu te lances. Parce que si tu sais, soit tu fais marche arrière, soit tu es en mesure de tout anticiper et de t'adapter, et clairement, l'enquête est foirée. Ce jour-là, c'est face à mon père que je me suis retrouvée dans le bureau. Et là, tu le vois, ce petit sourire innocent, pervers, qui est affiché sur son visage. Et tu sais ce qu'il pense parce que tu le connais. Tu es faible, tu ne vas pas y arriver, tu vas craquer. Et là, la violence judiciaire commence. La violence judiciaire, c'est entendre dire en face de celui qui t'a éduqué dans la violence physique et psychologique. En gros, quand tu te retrouves en face de ton bourreau, que tu as dû aimer ça pour ne l'avoir jamais dénoncé avant. Que quelque part tu étais d'accord puisque tu n'as jamais exprimé un non. Que tu exagères la violence des coups. Que tu es dans l'exagération de la violence verbale ou la perversité des gestes. Que tu devrais vraiment réfléchir à la gravité de tes propos parce que tu es en train de gâcher la vie d'un homme. Que tu es en train de gâcher la vie d'un père qui aime ses enfants. Certes,
peut-être un peu trop. Qu'à l'évidence, la jeune fille que tu es est en colère, que tu as l'air d'être très sensible, fragile, manipulable, que plus tard je serai à de nouveau fière de porter son nom, mais que j'aurai de la chance si ce connard veut bien accepter de me pardonner. La violence judiciaire, c'est être victime, mais être attaqué dans tes moindres failles. Puis tu rencontres, une fois à l'épisode passé, une forme de violence différente. Parce qu'une procédure de ce genre ne se règle clairement pas en un claquement de doigts. Tu enchaînes les entrevues dans un premier temps avec le juge en petit comité. Le juge établit si, oui ou non, il y a intérêt de juger l'affaire en tribunal. Quand c'est le cas, eh bien t'as de la chance. Voilà. Et donc du coup, on enchaîne avec les tribunaux. Ah, et pour information, parce que condamné la première fois à 18 mois de sursis, il a décidé de nous faire vivre tout le schéma des tribunaux français. Donc on a eu la procédure intégrale avec grande instance, correctionnelle, appel, cassation, recorrectionnel. Ben, on en a bouffé du tribunal. Parce que pour information, en France, tu as droit à des appels. Et puis quand tu as ton quota qui est passé à l'as, eh bien, tu as l'option de faire juger ton dossier. Pas les faits, mais le dossier. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un petit vice de forme sur le dossier, même s'il défavorise la victime et non le coupable, la Cour de cassation casse le dossier et on repart en correctionnel. Voilà. Donc du coup, il a décidé de relancer le jeu. Bref, tout ça c'est un autre sujet. Mais disons que pendant cette très très longue période, la violence judiciaire elle a pris une nouvelle forme, puisque tu n'es plus confronté à la police, tu n'es plus confronté uniquement à cet homme qui a été ton bourreau, tu es confronté à l'armada juridique. L'armada juridique, c'est ses avocats. Des avocats très réputés, puisqu'on veut dire qu'ils sont toujours bien entourés, réputés pour gagner, mais aussi pour leur coup bas. Et là, tu te retrouves clairement humilié, dénigré, tes propos sont ouvertement raillés, on se moque de toi, devant le juge, devant ton avocat, et tout ça te diminue profondément. Si bien qu'un petit point de dossier peut devenir le seul élément de toute une défense. Exemple tout bête, mais le port de certains vêtements, de certains éléments vestimentaires, je dirais même, en état. Comme quoi, même porter une chemise de nuit ou une culotte pour dormir peut aussi être catalogué de mauvaise tenue. Le harcèlement et les gestes malsains d'un père sont banalisés comme étant de l'éducation sexuelle prévenante pour nous préparer à notre vie de femme. Puis même topo que précédemment, catalogué, d'allumeuse, menteuse, on devait aimer ça, on aime attirer les hommes puisqu'on ne se retrouve pas en face d'un, mais de deux agresseurs. Il faut le vouloir, mesdemoiselles. Bref. Enfin, on va faire un petit saut en avant, un petit avancée rapide vers la dernière étape. Passer plusieurs tribunaux à huis clos pour nous préserver en tant que mineurs, puis en tant que jeunes adultes. Le dernier, suite à la Cour de cassation, s'est fait publiquement. C'était un choix entre guillemets stratégique de notre avocat pour le plus grand plaisir de l'avocat adverse. On se retrouve donc en face d'un ténor du barreau parisien et ses associés clairement là pour gagner. D'ailleurs, petite parenthèse, les avocats de l'accusation aujourd'hui, dans ce genre d'affaires, s'appuient sur des erreurs judiciaires ou des affaires tordues comme celle de Doutreau, affaire connue. Loin de moi de vouloir faire la pub de ce procès, mais clairement, ce genre d'histoire fout dans la merde des milliers de victimes chaque année. Parce que la sonnette d'alarme est lancée, attention, ne pas commettre les mêmes erreurs, regardez ces victimes sont fausses, regardez l'affaire d'Outreau, on voit bien que les enfants sont malsains et menteurs, ne faites pas confiance à ces personnes. Regardez l'homme sur le banc des accusés, il est parfait, il est merveilleux, comment pourrait-on l'accuser d'être coupable? Voilà. Ce jour-là, je peux te dire que ma vie a littéralement basculé. Pas forcément comme tu pourrais l'imaginer. Parce que clairement, tu entres dans un autre monde. Et que contrairement à ce qui se passe dans les films, le public, lui, n'est pas là pour te soutenir. Surtout en France.
Le public, il attend juste son tour. Dans ma première vidéo, je te dis que j'ai déjà ressenti ce sentiment de honte tellement fort et tellement violent qui te prend aux tripes au point d'avoir envie de vomir. Et bien c'est ce jour-là qu'elle est sortie la plus forte. Parce que devant toi, tu as ton bourreau qui te regarde sadiquement et à ses côtés, une armée de charognes prête à te sauter dessus au moindre faux pas. Et puis ensuite, tu as les gens derrière. Tu as le public. Et puis quand tu parles, tu entends les murmures. Tu entends les gens qui s'agitent. Et ça te fout une pression de dingue. Et entre les deux, il y a toi, seul, avec ton avocat. On te demande de tout déballer, dans les moindres détails. Et tu flippes de dire une connerie. Tu flippes d'oublier ce truc qui pourrait faire basculer tout le procès. Marquer une telle culpabilité qu'il ne pourrait plus y avoir de retour en arrière. Puis tu finis par te dire que les gens derrière toi te jugent forcément, qu'ils réfutent tes propos, qu'ils sont choqués par le fait que toi, pauvre petite gamine, t'es là en train d'accuser ton père de violence sexuelle. Pourquoi cette pensée? Parce qu'en fait, pendant des années, la partie en face de toi te répète que tu n'es qu'une pauvre fille, que tu es manipulée par ta mère, que tu es une menteuse, tu es tordue, tu n'as d'autre but que la vengeance, que tout ce que tu dénonces n'est rien, que tu exagères tout. Tout est dans ta tête. Puis, on te renvoie ni plus ni moins à ta place. Ta place, elle n'est pas devant. Ta place, elle est loin derrière, dans le public. Et donc, du coup, tu es là, tu traverses la salle, bondée de monde, tête haute, aussi droite que tu peux. Et crois-moi que là, tu cloisonnes à mort. Là, tu ne vois plus rien. Tu es dans ta tête. Tu ne les regardes pas, les gens. Jusqu'à qu'un jeune homme se retourne vers toi. Et là, toi et moi, on ne se connaît pas, mais clairement, tu peux imaginer que j'étais prête à le massacrer au moindre petit mot de trop. Et je pense que j'ai été la plus choquée des deux. Ce jeune homme, en fait, il était là pour être jugé. Et il s'est retourné et il nous a tendu un mouchoir. Ça peut paraître tellement banal, mais tellement pas. Il nous a regardés, il nous a tendu son mouchoir et il s'est montré compatissant. Il nous a glissé un mot sur notre courage. Il a glissé un mot sur une histoire de couilles coupées aussi. Très sympa d'ailleurs. Et là finalement en fait tu prends le courage de regarder autour de toi et tu te rends compte que les gens ne réagissent pas comme tu te l'étais imaginé quand tu étais devant. Les gens te regardent, il n'y a pas d'animosité, il y a de la bienveillance, du soutien, de la tolérance. La colère, elle n'est pas dirigée vers toi. La haine qui se crée dans la salle n'était pas dirigée. Elle est dirigée vers le banc des accusés. Et là, elle était là, ma victoire. Ma dernière victoire. Ce moment précis où tout le poids de ces années de bataille, d'absence de reconnaissance ou de fausse reconnaissance, tout ce poids s'est envolé d'un coup. Parce que la reconnaissance du statut de victime, la reconnaissance de la violence vécue, elle ne se joue pas seulement dans la bouche d'un juge, dans le verdict. Elle se joue aussi dans le regard des gens qui nous entourent. Parce qu'un mot, un geste, un regard peut faire basculer la vie d'une personne, faire basculer sa reconstruction, la lancer en avant, la propulser en avant ou alors l'enfoncer. Alors, ne devenez pas le bourreau de quelqu'un. Ne jugez pas en voyant juste sa façade. Soyez un soutien, devenez un tremplin. Et toi qui es arrivé jusqu'ici, merci.
Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de faire en sorte que ces mots ne finissent pas dans le néant, qu'il y ait un suivi à tout ça et que tout ça ne serve pas à rien. Alors pour tout ça, merci et à bientôt.